Être présent en si grand nombre encore une fois aujourd'hui. Et cet après-midi, je vous présente le deuxième bloc de linguistique de la troisième année de Colloque Vocum. Alors, nous allons avoir 4 présentations. On commence par Amélia Manolescu, qui a fait son baccalauréat à l'Université McGill et ensuite sa maîtrise et elle est au doctorat à l'Université de Montréal. Elle est aussi affiliée au Centre de recherche de l'Institut de gériatrie de l'Université de Montréal. Donc, je lui cède la parole. Merci. Je vais enlever nos partenaires. Voilà. OK. OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une portion de mon projet de doctorat, en fait, qui touche le lexique mental et le bilinguisme. C'est les domaines dans lesquels je travaille. Et ça porte aujourd'hui sur... Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Donc, ça va porter sur l'interaction, en fait, entre le statut de cognat, les cognats étant des mots qui se ressemblent en termes de forme d'une langue à l'autre, comme par exemple chaise et chair, ou table et table, se ressemblent, bon, surtout à l'écrit, c'est identique pour table et table, mais à l'oral aussi, il y a une similarité entre ces mots-là. Donc, l'interaction entre les mots de ce type et la congruence du genre, le genre grammatical chez le bilingue. Donc, les objectifs de cette étude sont d'investiguer l'utilisation des liens dans la langue première, la langue L1. Je me prononce pas à savoir est-ce que c'est la langue maternelle ou juste la langue dominante, parce que parfois, c'est pas nécessairement la même langue, L1 dominant versus maternelle. Mais bon, la langue dominante, les liens qu'il peut y avoir entre les noms dans la L1 et le genre grammatical de ces noms-là. Dans quelle mesure est-ce que ça influence les bilingues au moment où est-ce qu'ils prononcent des noms, lorsqu'ils disent des noms dans leur deuxième langue, en fait, dans leur langue non dominante, ici. Pour savoir, dans le fond, si le partage d'informations, s'il existe, si le partage d'informations d'une langue à l'autre chez le bilingue se fait au niveau purement de la forme, de la structure, au niveau lexical ou grammatical, ou s'il se fait plutôt à un niveau un peu plus élevé, comme on pourrait dire, à travers vraiment les concepts et non pas à travers les mots spécifiquement. Un autre but, c'est d'investiguer l'organisation des systèmes du genre grammatical asymétrique, donc dans deux langues qui pourraient avoir des systèmes de genre différents. Par exemple, en français, on a deux genres, le masculin et le féminin, mais il y a d'autres langues qui peuvent en avoir trois, comme le neutre. Le roumain est potentiellement une de ces langues-là, donc des bilingues français-roumain seraient des bilingues avec des systèmes du genre asymétriques, donc différents. Et troisièmement, d'investiguer la présence justement de ces trois genres grammaticaux en roumain, parce que il n'y a pas de consensus par rapport à ça. En termes de modèles que j'utilise, les modèles de représentation du lexique mental bilingue vont s'accorder sur le fait qu'il y a un lien d'une quelconque nature, un lien qui va permettre le partage d'informations d'une langue à l'autre, à l'intérieur de l'esprit du bilingue, dans le fond. Donc, hein, une langue va influencer l'autre dans son esprit, soit à travers le niveau, justement, lexical, directement par rapport à la forme des mots, ou à travers une médiation conceptuelle. Donc, est-ce qu'on a besoin de passer nécessairement par notre image mentale, représentation qu'on a un petit peu des choses, des noms, dans le cas présent. Et aussi, il s'accorde sur le fait de dire que l'influence de la L1, donc de la langue dominante, sur la L2 est plus importante que le contraire. Okay? C'est pas nécessairement que le contraire n'existe pas, mais L1 sur L2, c'est plus important. Donc, cette activation-là partagée va donner lieu à différents effets et il y a un consensus dans la littérature sur ce qu'on appelle l'effet de facilitation des cognats. Donc, justement, les mots qui sont similaires d'une langue à l'autre. Ce qui a été observé, c'est que les gens vont être capables de les produire plus rapidement. Okay? Donc, ça va être plus facile pour eux de les dire dans leur deuxième langue, alors que les mots qui ne sont pas des cognats, ça va être plus difficile. Là-dessus, il y a un consensus, donc ça a été testé par plusieurs personnes à travers plusieurs langues, différents types de bilingues, il y a un consensus. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de congruence du genre, qui n'est pas nécessairement attesté partout chez tout le monde. Hein. Il y a des études qui réussissent à le trouver, d'autres qui ne réussissent pas à le trouver. Qu'est-ce que c'est? La congruence du genre, c'est simplement les noms qui auraient le même genre dans une langue comme dans l'autre. Okay? Donc un nom qui, par exemple, en français comme en italien, serait féminin. Alors que l'incongruence, ce serait un nom qui, en français, serait féminin, en italien, par exemple, serait masculin. Okay? On exclut l'anglais de ça parce qu'il n'y a pas de genre grammatical en anglais. Donc là-dessus, il n'y a pas de consensus. Il y a des types de bilingues chez qui on ne réussit pas à le trouver, des types de situations où on ne réussit pas à le trouver, donc ça demeure encore un domaine à investiguer. Les différentes hypothèses par rapport à la congruence du genre qu'on peut retrouver, c'est soit de se dire, OK, oui, il y a un partage d'informations, sûrement que le genre ça s'appelle l'hypothèse du genre intégré. Les deux langues des bilingues peuvent communiquer entre elles comme ça, puis quand on vient pour produire un nom, les deux possibilités dans nos deux langues sont activées au même moment.
soit on peut l'observer avec les noms tout seuls, donc même sans la présence de déterminants ou d'adjectifs, déjà on est prêt à produire le genre, même pour des noms qui n'ont pas le marqueur du genre vraiment évident sur eux. Ou bien, sinon, c'est vraiment seulement au niveau des syntagmes que ça pourrait être présent, quand on a présence de déterminants, par exemple. Okay? Parce que certaines personnes considèrent que c'est uniquement dans ces contextes-là qu'on a besoin de l'information du genre grammatical. L'autre hypothèse serait de se dire, ben non, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de partage d'informations, c'est l'hypothèse de la ségrégation du genre. Donc, dès qu'on parle dans une langue, on choisit juste le genre du nom dans la langue dans laquelle on parle, et puis tout ce qu'on pourrait connaître d'autre n'a pas d'importance. Par rapport aux situations où ça a été difficile à trouver, l'effet de congruence du genre a été dur à trouver dans les langues latines. Il y a beaucoup d'études sur des langues, germaniques, où ils ont réussi à le trouver, des langues avec soit le russe, le tchèque, des langues comme celle-là, où on a réussi à trouver cet effet-là de congruence du genre chez les bilingues qui les parlent. Par contre, chez des bilingues qui parlent des langues latines, c'est plus difficile. Et une des hypothèses, c'est de se dire que c'est à cause du fait que dans les langues latines, il faut attendre de savoir le nom par quoi il commence pour choisir le bon déterminant. Okay? Et le fait d'attendre, ça fait en sorte qu'on pense pas tout de suite au genre, on attend, puis éventuellement, on ne observera plus l'effet à cause de cette attente. Et aussi, il y a peu d'études faites sur les bilingues qui parlent des langues avec des systèmes asymétriques. Donc, juste pour vous mettre un peu en situation, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le roumain, et vous devez être nombreux, en français, il y a deux genres, hein, le masculin et le féminin. En roumain, il y a aussi masculin et féminin, et il y a une classe neutre. Okay? Et ces mots-là sont particuliers, les non neutres, parce que, en fait, ils n'ont pas de terminaison spécifique à eux-mêmes ou d'accord spécifique. Par contre, quand ils sont au singulier, ils ont l'air d'être masculins, ils ont toute l'allure des masculins. Quand ils sont au pluriel, ils ont toute l'allure des féminins. Donc, c'est ça les non neutres en roumain. Ce qu'on essaie de voir dans cette étude, c'est si on est capable de trouver un effet de facilitation dû au cogna. Hein, ça a été trouvé par tout le monde, donc on devrait le trouver aussi, sinon le test est peut-être pas assez bon. Donc on devrait retrouver que les cognas sont nommés plus rapidement dans nos stimuli. Et si c'est le cas, ça appuierait l'effet de cogna et le partage d'informations au niveau lexical, parce que c'est vraiment ça qui définit les cognas, la similarité en termes de forme. On s'attend aussi à ce qu'il y ait congruence du genre, hein, malgré le fait qu'on va étudier, comme je vais vous le dire, des bilingues roumains-français qui sont des langues latines, on s'attend quand même à trouver un effet de congruence du genre pour les noms seuls comme pour les syntagmes nominaux. Et pour déterminer qu'on a vraiment trouvé ça, nos résultats devraient démontrer donc plus grande rapidité de production pour les noms au genre congruents plutôt que pour les noms au genre incongruents, que ce soit avec les noms seuls ou avec les syntagmes. Et aussi, on devrait retrouver les noms avec du neutre roumain, donc les paires qui ont neutre roumain et peu importe quoi en français, qu'ils seraient aussi plus longs à produire. Donc, ils ne seraient pas similaires aux noms congruents, ce qui voudrait dire que le neutre est en fait vraiment séparé du reste. Okay. Ça appuierait l'hypothèse du genre intégré, l'hypothèse lexicale, parce qu'on s'attend à le trouver avec les noms seuls aussi, et ça appuierait le fait que le roumain possède vraiment 3 catégories de genre grammatical. Finalement, on s'attend à ce qu'il y ait une interaction entre ces deux effets-là. Okay. Une interaction dans le sens où on s'attend à ce que l'effet de congruence du genre soit plus fort dans le groupe des cognas que dans le groupe des non-cognas, et donc qu'il y ait des différences en termes de temps plus grande entre les cognas congruents et incongruents que entre les non-cognas congruents et incongruents. Okay? Et ce que ça voudrait dire, c'est que vraiment les gens, même les bilingues de très haut niveau, utilisent la voie directe lexicale pour produire des noms. Alors, on avait donc un groupe bilingue de roumain français équilibré, donc de très haut niveau, et un groupe contrôle de monolingue francophone. On leur faisait nommer des images. Il y en a parmi vous d'ailleurs, mon groupe contrôle, merci. Donc, on leur faisait nommer des images en français. Hein, ils avaient une image présentée, on enregistrait le temps de réaction, le temps que ça leur prenait jusqu'à ce qu'ils disent quelque chose depuis que l'image est présentée. Et il y avait 120 images, et c'est là que le corpus est très important parce qu'on a besoin d'avoir des noms qui ont des fréquences similaires, et c'est là qu'on va chercher dans les corpus, on a l'information sur la fréquence, l'information sur la familiarité de ces noms-là, donc on va choisir des choses qui se ressemblent pour pas introduire de biais. Je pourrais parler des stimuli plus en détail peut-être dans les questions pour pas prendre de temps là-dessus. On leur a demandé de nommer ces images-là soit avec des noms seuls, comme par exemple juste table, avec des déterminants indéfinis plus nom, une table, ou avec des déterminants définis plus nom, la table. Okay? Et on avait différents ordres de présentation pour s'assurer que les statistiques allaient être adéquates. Ce qu'on a trouvé comme résultat, on avait des effets significatifs. Donc pour les cognas, effectivement, les résultats étaient significatifs. Les gens nommaient les images qui dénotaient des cognas plus rapidement qu'ils ne nommaient les non-cognas. Bien sûr, les bilingues, les monolingues, eux, nommaient tout pas mal pareil parce que
le concept même n'existe pas chez le monolingue, il n'y a pas deux options. Donc, ce qu'on interprète, notre interprétation de ça, c'est le fait qu'un effet de cognat est présent chez les bilingues roumains-français, tel qu'attesté par les rapidités de dénomination d'image. Après ça, on avait des tendances qui n'étaient pas statistiquement significatives en tant que telles, mais qui s'en approchaient tout de même et qui étaient malgré tout intéressantes de voir. Par rapport à la congruence, justement, on a noté des réponses plus rapides comme suit. Donc, les noms congruents, qui possédaient le même genre dans les deux langues, français, roumain, étaient nommés le plus rapidement. Ensuite de ça, les paires qui étaient clairement incongruentes, donc sans ambiguïté, masculin-féminin ou féminin-masculin, pas de neutre auquel on se pose des questions, celles-là étaient nommées plus lentement que les noms congruents. Et finalement, les paires qui contenaient du neutre roumain, c'est elles qui étaient nommées le plus lentement. Donc, on peut voir ici que, même si c'est pas significatif, les noms qui possèdent un genre neutre en roumain n'étaient pas similaires aux paires congruentes. Okay? C'était vraiment nommé plus lentement. Ce qu'on considère que ça veut dire, et bon, il va falloir investiguer davantage avec plus de personnes et plus de stimuli pour s'assurer que ce soit significatif, mais on considère que ça démontre quand même une tendance vers un effet de congruence du genre, tant pour les noms simples que pour les syntagmes nominaux, parce qu'il faut savoir qu'on a trouvé ces résultats-là toutes conditions confondues, donc que ce soit dans les situations où les participants nommaient avec des noms seuls ou qu'ils les nommaient avec des syntagmes nominaux, déterminants définis ou déterminants indéfinis, c'était vrai dans toutes les situations. Et aussi, ça indique une possibilité qui est vraiment la présence de 3 genres distincts en roumain, parce que sinon, les paires contenant du neutre roumain auraient été nommées plus rapidement que les autres. Okay? Parce qu'à ce moment-là, elles auraient été similaires, elles auraient été en relation d'identité, si on veut, avec le masculin au singulier et avec le féminin au pluriel. On faisait la distinction de nombre. Une autre tendance très intéressante et qui, elle, s'approche quand même de la significance statistique, c'était l'interaction justement entre le statut de cognat et l'effet de congruence du genre. Donc, on a trouvé que les participants avaient une tendance à avoir une plus grande différence de rapidité entre les cognats congruents et les cognats incongruents que entre les non-cognats congruents et les non-cognats incongruents. Donc, imaginez-vous une espèce de ligne, là. Là, on aurait, dans les cognats, il y aurait ça de différence, alors que dans les non-cognats, il y aurait ça de différence. Okay? Entre les deux. Donc, notre interprétation de ça, c'est de se dire qu'il y a une tendance vers une interaction entre l'effet de cognat et l'effet de congruence du genre, et que ça soutiendrait l'hypothèse donc de la voie directe, lexicale, sans passer par les concepts, chez les bilingues équilibrés même, dans les situations où ils produisent, ouvertement ou pas, du genre grammatical en produisant des noms dans leur deuxième langue. Donc, en conclusion, l'hypothèse de l'effet de cognat est confirmée parce que nos résultats étaient significatifs. Les tendances, par contre, qui n'étaient pas significatifs, elles vont quand même en lien avec certaines de nos hypothèses. Donc, elles vont en lien avec l'hypothèse du genre intégré et avec la proposition que la route donc lexicale est encore employée et encore utilisée par les bilingues équilibrés et avancés. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui peut être utilisé par des apprenants qui s'aideraient vraiment consciemment avec leur langue première, là. Et aussi, bon, ces résultats-là soulignent quand même l'importance de poursuivre des recherches là-dedans, parce que même dans les situations où on n'a pas trouvé d'effets significatifs, ça peut être dû justement au nombre de participants qui n'était pas si énorme que ça, parce que c'est quand même assez difficile d'avoir un groupe bien homogène de bilingues roumains-français qui ont essentiellement le même âge, la même compétence. Des fois, il y a du monde qui ne parle plus le roumain, des choses comme ça. Donc, le fait d'avoir un bon gros groupe homogène, c'est pas évident, mais bon, il faut poursuivre là-dedans pour voir ce qu'il en est. Et aussi, on a réussi à trouver quand même quelque chose dans des langues latines, donc c'est important d'essayer d'affiner potentiellement les tests pour voir s'il y a moyen d'aller chercher l'information dans ces langues-là aussi, et pas seulement dans les langues autres que latines où la congruence du genre est attestée. Je tiens à remercier les personnes suivantes et aussi les personnes dans la salle qui ont participé. Merci. Non? Oui. Donc, on va y aller pour une période de questions. Est-ce qu'il y en a? Non? Bien, parfait. Ah oui, parfait, Stéphanie.
Merci, Amélia. J'ai une question, en fait, peut-être plus une clarification, je suis pas certaine. Est-ce que tu as fait Mhm. passer des tests de compétences de langue à tes participants dans les deux langues pour être capable d'évaluer leur niveau? Oui, Oui, en OK. fait, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est que pour les bilingues, ils avaient des questionnaires standardisés en français et en roumain, bon, élaborés typiquement par rapport aux langues en tant que telles. Le français était typiquement français québécois aussi, donc on n'avait pas de participants du français non québécois. Les monolingues aussi passaient les tests et ils avaient de la difficulté à se déclarer comme étant parfaitement compétents en français, donc même s'ils l'étaient, enfin. Mhm. Et aussi, les participants bilingues, le test était en français pour tout le monde. Par contre, les participants bilingues, une fois le test complété, on leur remontrait les images sans les timer ni rien, là, mais on leur montrait les images, on leur demandait de les nommer en roumain pour s'assurer qu'ils connaissent vraiment ces mots-là en roumain aussi, donc que c'est pas une panoplie de mots qu'ils ne connaissent pas en roumain et qu'il n'y aurait pas vraiment d'interaction à ce moment-là. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, parfait. Ben moi, je serais curieuse parce que le roumain m'intéresse beaucoup, mais aussi l'interaction, je trouve ça vraiment intéressant. Mais je me demande, est-ce que tu penses que les gens, comme ça pourrait avoir une différence, l'interaction, si la façon qu'ils ont appris peut-être le français ou comme combien de fois ils parlent français par rapport au roumain dans leur vie de tous les jours, si on veut. Est-ce Mhm. que tu as un peu regardé leur fréquence de parlage, je sais pas comment on dit ça. D'utilisation. Ouais, c'est ça, d'utilisation du français et du roumain. Oui, en fait, c'est un critère important pour déterminer dans quelle mesure ils sont vraiment bilingues, parce que c'est ça, il y avait du monde qui ont participé, qui ont dû être exclus à cause du fait qu'ils étaient venus très très tôt à Montréal, ils parlaient vaguement roumain un peu avec leurs parents, leurs grands-parents et tout, mais ils l'utilisaient quand même pas très souvent et leurs compétences n'étaient pas très bonnes, justement avec les questionnaires qu'on leur a fait passer. Donc, on a pris en compte tout critère qui pourrait influencer le niveau de compétence et aussi l'habitude d'utilisation que Ouais. les gens ont dans les deux langues, en fait. Donc, ils penseraient plus comme en français, ces gens-là. Est-ce que tu sais si les gens... Est-ce que tu leur as demandé s'ils pensaient en français ou en roumain? Ça, c'est pas évident dans quelle langue ils Ouais, pensent aussi, parce que ça dépend du contexte parfois, ça dépend de la situation. ouais. Mais dû au fait que il y a quand même plusieurs contextes d'utilisation aux deux langues, bon, c'est sûr qu'au travail, à l'école, c'est principalement du français, parce que veux pas, c'est comme ça, mais Mhm. en même temps, ces gens-là avaient des amis roumains avec qui ils parlaient, puis il y avait quand même plusieurs OK. contextes différents, puis leurs compétences étaient bonnes aussi. Puis bon, je leur ai parlé aussi pour voir, là, comme pour Pour voir, être sûr. on le sent quand même si la personne a de l'aisance ou pas aussi à un moment donné, mais les tests qui devaient passer pour s'assurer de leurs compétences ont été passés par ces gens-là. OK. Donc le groupe qu'on a gardé était assez homogène, mais ça c'est une des raisons pour lesquelles ça peut être très dur aussi d'avoir un vraiment bon groupe parce qu'il y a tellement de différences entre chaque individu, là, donc ouais. C'est dur à savoir, mais en même temps, tu sais, ça serait intéressant de voir aussi les différences entre les gens ben, mettons, qui parlent très souvent français, comparé à ceux qui parlent également, comparé à ceux qui parlent euh, très souvent roumain, tu sais, tu Mm. vois. En tout cas, mais ça répond à ma question. Merci. Donc, Eve-Marie, pour la dernière question. Merci beaucoup, Amélia. J'ai juste une question. Dans le fond, alors, ça veut dire que ton groupe expérimental de roumain n'a pas eu d'éducation formelle en roumain? Euh, non, pour de vrai, non. Non. Je leur ai demandé s'ils ont fait justement l'école du samedi, s'ils sont allés à l'école en roumain et tout ça, ils ne l'ont pas fait. Euh, donc non, ils font juste le parler Et tu penses que tu en tant que aurais tel. des résultats différents si jamais tu faisais l'expérience inverse, dans la mesure où tu allais, par exemple, en Roumanie, Mhm, et là, tu allais voir des bilingues français en Roumanie, mhm. où là, tu aurais peut-être justement comme évoquait Madame ici, Ouais. des gens qui seraient peut-être un petit peu plus roumains sur le spectre du bilinguisme, là. Ben, là, c'est sûr que le fait qu'une personne soit plus compétente dans une langue que dans l'autre va venir influencer. Là, l'idée, c'était de tester des gens qui étaient le plus équilibrés Mhm, possible. Après ça, mhm. les gradations vont bien sûr introduire toutes sortes de différences qui peuvent être intéressantes à regarder, à faire dans le Oui, futur, d'ailleurs. quand tu seras Mais prof. on s'était posé surtout la question à savoir si la perception du genre neutre était un construit appris à l'école, parce qu'ils l'apprennent à l'école comme ça. Là-bas, ils se font enseigner, voilà, il y a des noms qui sont neutres, ça se passe Mhm. dans tel contexte, et puis ces noms-là sont neutres. Donc on s'est demandé, est-ce que des gens qui n'auraient pas vu ça, en tant que tels, sont quand même sensibles à cette différence-là? Est-ce que c'est une réalité psychologique quand même pour eux? Et ces gens-là n'ont pas, on leur a pas enseigné ça, et malgré tout, ils démontrent certaines différences, donc ouais. Merci. Parfait. Merci, Amélia, pour votre présentation.